Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voyez la page de présentation avec le titre? Oui, Parfait. Parfait. Donc, voilà pour cette petite présentation rapide de l'association. Je vais passer la main donc à Méziane pour nous présenter le sujet de la mise en géométrie. C'est un sujet très important parce que énormément de problèmes peuvent être résolus avec une bonne géométrie. Donc tout ce qui va être attrait à la qualité de la production, de l'exploitation des outils mis en œuvre, et puis tout ce qui va être usure anormale, donc se prémunir d'usure anormale par une bonne géométrie. Donc c'est à la fois un contrôle et c'est à la fois des réglages que l'on peut faire. Méziane, je te laisse la main pour nous présenter ce sujet. Parfait, merci pour cette introduction, Didier. Alors, effectivement, on va s'intéresser aujourd'hui au sujet d'alignement, que ce soit sur la partie effectivement que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, partie alignement d'arbres classique, mais surtout sur la partie contrôle géométrique des installations. Ouais, c'est bon. Super. Eh bien, bienvenue à tous pour cette petite heure qu'on va passer ensemble cet après-midi. Donc, eh bien, effectivement, hein, Didier a introduit la FIM. Je vais m'occuper donc de la partie DBVIB. Alors, bon, nous sommes une société qui est basée à Vienne, en région lyonnaise, donc une PME d'une cinquantaine de personnes, dont l'expertise se situe vraiment sur les métiers de la maintenance et conditionnelle, qui plus est. Donc, avec nos trois entités, la partie consulting, qui va plutôt ici s'intéresser à des sujets eh bien, de maintenance conditionnelle et réaliser des prestations de contrôle et utiliser tous nos domaines bien d'expertise. Donc effectivement, l'acoustique avec DB et puis la vibration, mais pas que, avec tout type de descripteurs sur lesquels on a progressé eh bien, au fur et à mesure des années, dont effectivement la partie contrôle géométrique. Une entité ingénierie où bien, on va s'atteler à trouver des solutions, à les designer pour réduire des problématiques bien de bruit et de vibration que l'on va retrouver dans l'industrie. Et enfin, une entité instrumentation de laquelle je suis en charge et qui va eh bien, accompagner les clients industriels dans l'acquisition de matériel pour leur stratégie de maintenance conditionnelle. Donc les trois sociétés fonctionnent vraiment en synergie et je profite pour vous inviter à notre journée porte ouverte qui aura lieu au mois de juin, le 18 juin, et pour laquelle je vous transmettrai des invitations dans la foulée du webinaire. Ben, comme Didier l'a évoqué, voilà, on va essayer de balayer le maximum de sujets. Et puis n'hésitez pas effectivement à noter vos questions, à les mettre dans le chat, et puis on y répondra alors soit dans la foulée de la présentation ou alors à la fin directement sur un échange plutôt ouvert. Attaquons donc avec ce webinaire sur l'alignement et les mesures géométriques. Alors, on va commencer par un petit programme. On va essayer de s'intéresser donc à ces sujets-là en présentant déjà les principes généraux du contrôle géométrique laser. Peut-être que certains d'entre vous en ont une idée, peut-être d'autres l'appliquent, mais voilà, on va essayer de reprendre au moins les éléments de base qui permettent de comprendre finalement les tenants et les aboutissants des contrôles géométriques laser. On va s'intéresser ensuite à deux études de cas. La première sur un sujet de rectitude, et puis la seconde sur un sujet d'orientation d'axe. Deux sujets vraiment tirés d'applications clients concrètes dans deux secteurs industriels vraiment différents, vous le verrez. Enfin, on va finir avec une présentation de la gamme Easy Laser pour résumer un petit peu les potentialités et puis les capacités des différentes solutions. Et on conclura donc avec une session de questions-réponses. Alors, les principes généraux du contrôle géométrique laser, alors, on va retrouver de façon assez classique toujours une partie émission, donc un émetteur laser qui va pouvoir être de différents types. Et on va coupler à ça un récepteur laser qui va également être un petit peu différent en fonction des montages, des applications, de la géométrie à contrôler de la machine, que ce soit de forme plutôt cylindrique ou bien de cette forme-là.
Et on va associer à ça donc, des accessoires de montage, typiquement ici une embase magnétique, mais voilà, d'autres types de montage peuvent également être envisagés selon l'application. Et enfin, ce qui va permettre de faire finalement le chef d'orchestre de ces deux entités, émission et puis réception, ça va être la partie tablette d'affichage, qui va nous permettre d'avancer dans la mesure et puis bien d'avoir une interface sur les mesures que l'on réalise pour bien générer soit un rapport automatique ou alors même être utilisé pour faire notamment du réglage en direct de géométrie. Pour prendre quelques éléments que Didier a pu évoquer au début, effectivement, la mise en géométrie, elle va être importante dans différents cas. Alors, ça peut être dans des installations de machines, où on déplace typiquement des installations industrielles de pays en pays ou de site en site, mais également sur on va dire les arrêts de maintenance où bien, la sollicitation en production, la cadence, le process peut venir déformer certaines installations, alors effectivement sur de la rectitude, sur de la planéité ou autre, on le verra par la suite. Et voilà, ça va être les deux grandes applications sur lesquelles on va travailler. On pourrait citer également du contrôle géométrique sur arrêt, voilà, une problématique qui permet déjà, plutôt une solution qui permet déjà d'éliminer un des facteurs d'arrêt qui est une défaillance sur la géométrie machine. Pour avancer sur ces principes, on va zoomer un petit peu plus sur la partie émission. Donc l'émetteur laser, effectivement, il va mettre un laser, une source monochromatique. Et puis, on va utiliser un récepteur sur lequel, on va le voir par la suite, on a une petite unité, une petite cellule réceptrice qui va nous permettre de venir mesurer de façon relative des unités de distance. Ce récepteur laser, effectivement, il va être doté d'une unité Bluetooth qui va lui permettre de communiquer avec la tablette et de venir donner les informations de lecture. Et vous voyez ici, effectivement, le faisceau laser qui va venir impacter sur toute cette surface d'à peu près, on va dire, 15 mm par 15 mm, et qui va venir donner l'information de distance relative, on le verra par la suite. Zoomons encore un petit peu plus sur ce récepteur. Effectivement, on va avoir une cellule réceptrice qui va vraiment être la partie active du récepteur. Le package est plutôt composé derrière d'une batterie et puis d'électronique embarquée permettant de transférer ce signal qui va être un signal lumineux, énergétique, en unité de distance. On va venir schématiser un petit peu cette réception. Donc, vous l'avez ici, cette partie bleue que l'on retrouvait, c'est la cellule réceptrice qui se situe dans le récepteur. Et vous voyez ici un impact laser qui va être ici sur le cadran supérieur droit de cette cellule. Cette information, elle va être émise, effectivement par Bluetooth, comme on vient de le préciser, à la tablette, qui nous permettra ainsi de dire, voilà, le laser est situé à telle position sur la cellule de réception. En pratique, voilà ce qu'on retrouve sur notre tablette. Donc ici, vous voyez de façon centrale l'affichage. Et effectivement, on retrouve notre laser qui est notre point d'impact sur la cellule réceptrice qu'on retrouve dans le cadran effectivement supérieur droit. Derrière, on va pouvoir venir interpréter ce cadran selon l'axe, les repères orthonormés suivants, donc un axe horizontal et un axe vertical. Et c'est par rapport à cet axe-là qu'on va venir caractériser des distances, donc sur l'axe X horizontal et l'axe Y vertical. Ces valeurs de distance, on va les retrouver ici sur la partie supérieure de l'affichage, une valeur verticale, V, et une valeur horizontale, H. On va pouvoir assez facilement, de façon numérique, générer des changements de repères. Vous voyez, on fonctionne bien ici en relatif, puisqu'on est venu passer d'un repère centré sur la cellule à un repère centré sur le point d'impact laser. Donc on va pouvoir dire, effectivement, un petit peu comme au comparateur, venir tarer et se dire ce point-ci est le point de contrôle initial, et c'est par rapport à cette référence que toutes nos mesures vont se réaliser. Donc on voit ici sur la partie de droite, effectivement, un tableau de valeurs qui nous dit, nous étions à telle et telle valeur, et nous sommes passés à 0 en mettant
notre point d'impact en référence. L'émetteur laser, il va être utilisé effectivement comme source, hein. Il va être capable, pour certains d'entre eux, pour certains types d'émetteurs, d'émettre, vous voyez, de façon bidirectionnelle, avec un angle à 90 degrés, notamment pour aller mesurer de l'éclairage et d'autres contrôles de ce type. Et il va être doté, on le voit ici sur la partie inférieure, de 2 vis de réglage micrométriques qui vont permettre finalement de venir guider le laser et lui donner l'orientation qui nous intéresse. Ces vis micrométriques, on va les retrouver sur d'autres types d'émetteurs. Ici, on en retrouve un qu'on utilise plutôt fréquemment, notamment pour bien vérifier la rectitude de palier ou de machine tournante. On voit ici, de façon unidirectionnelle, le laser va être capable d'être guidé par ces vis de réglage que l'on retrouve sur la partie extrême du laser. Voici une image zoomée. Voilà pour les principes généraux. Alors, quel type de contrôle on va pouvoir réaliser grâce à ces solutions laser? Eh bien, globalement, on va retrouver des contrôles assez classiques de type planéité, rectitude, éclairage, mais d'autres aussi un peu plus avancés, comme l'ovalisation, que l'on va pouvoir utiliser sur des portées de roulement notamment, du parallélisme, de l'orientation d'axe. Nous en avons un exemple ici dans le webinaire. Et on va pouvoir, sur des contrôles aussi plus conventionnels, qu'on appellera alignement de poulie courroie ou alignement d'arbre, eh bien réaliser des mesures et de la correction pour assurer un lignage correct des machines tournantes. Et en pratique, eh bien, voici un petit peu la gamme, alors, pas exhaustive et complète, mais qui représente assez bien le portefeuille Easy Laser en termes de produits. On va retrouver ici plutôt sur la partie de droite des systèmes de contrôle géométrique classiques, et sur la gauche des systèmes de contrôle d'alignement d'arbres plutôt. On voit ici monter sur une maquette, 2 cellules en vis-à-vis, comme on l'a présenté au début de la présentation. On voit ici différents types aussi de tablettes qui correspondent à des applications spécifiques et différents types de montage, donc sur en base ou sur chariot pour les récepteurs. On en retrouve d'ailleurs ici monté sur à l'intérieur d'un chemin de roulement. On va passer sur les études de cas. Alors, la première problématique à laquelle on va s'intéresser, c'est le contrôle de rectitude des paliers de guidage sur une grille tournante. Alors, voici quelques photos de l'application. Donc, on va retrouver ici, dans une sucrerie, un palier, pardon, une grille tournante sur lesquelles on retrouve différents paliers qui vont guider en rotation l'arbre qui permet de faire glisser toute la trémie sur laquelle on va venir déposer notamment de la bagasse pour la production d'électricité. Alors, ce sont des équipements qui sont très critiques puisque si le guidage est mauvais, que les arbres viennent à se gripper, les transmissions viennent à se gripper, l'électricité n'est plus assurée, la production d'électricité est stoppée et donc le site est paralysé quelque part. Nous sommes vraiment sur des installations critiques. En termes de solutions engagées, vous voyez ici qu'on utilise un émetteur laser avec trois bras, 3 branches, qu'on vient positionner sur le premier palier, et le récepteur que l'on vient ici sur un montage avec chariot 4 pieds, 4 roues, utiliser sur chacun des paliers, sur différentes positions, on le verra par la suite. On voit ici sur la photo de droite également, donc sur une distance de quelques mètres, on va venir mesurer la déviation en rectitude des différents paliers sur la ligne d'arbre. On a un petit zoom sur l'émetteur que l'on retrouve ici et sur le récepteur que l'on retrouve donc avec son unité Bluetooth qui clignote ici en bleu. On le voit ici en position 0 degré et ici en position 90 degrés. Didier, je te laisse me confirmer que tout est OK dans le chat. Oui, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Super. Donc, tout est OK, oui. Très bien. Eh bien, on continue sur cette étude de cas.
Alors, voici un schéma de l'installation en vue de dessus. Donc, on va retrouver les différents paliers que nous avons indiqués. Alors, effectivement, on va retrouver différentes lignes. Ici, nous en avons 4, puisqu'il existe deux trémies sur lesquelles eh bien, on va retrouver des chaînes de transmission et donc normalement 4 arbres sur lesquels qui vont venir entrer en rotation via le motoréducteur pour transférer cette bagasse, venir la chauffer et créer l'énergie électrique via une turbine. Donc, on va venir ligner tous ces paliers, les uns après les autres, ligne par ligne, et considérer leurs défauts géométriques et venir aussi les régler. Donc, on est vraiment sur un état des lieux du lignage, de rectitude, également un réglage correctif pour venir corriger en arrêt. Le réglage du laser, il va se faire de la façon suivante. On va utiliser des paliers de référence, qui sont les paliers bien extrêmes, les premiers et derniers paliers, et qu'on va utiliser donc comme étant une ligne de référence, entre guillemets imaginaire, ou en tout cas fictive, qui correspond donc à des paliers qui vont rester fixes et qui ne seront pas modifiés, qui ne seront pas ajustés. Pour ce faire, vous voyez ici l'émission du laser, avec la partie réceptrice, on va utiliser ces vis de réglage, notamment sur une partie proche, sur un palier, sur le palier à proximité, pour régler eh bien, le décalage horizontal et vertical. On va venir réaliser un point de référence que l'on va réitérer, cette fois-ci sur un point lointain, sur le palier extrême, via ces vis de réglage-là, qui elles vont donner plutôt un réglage angulaire au laser. Donc, non pas gauche-droite, mais plutôt une orientation d'angle sur la partie verticale et horizontale. Une fois que ces opérations étaient faites, eh bien, le laser est réglé, il a été dégauchi par rapport aux deux paliers de référence, et on va pouvoir enclencher une mesure. On passe maintenant sur donc, la tablette d'interface, l'interface tablette, et on va retrouver ici la programmation des différents points de mesure. Effectivement, on va retrouver 6 paliers avec des distances que l'on va pouvoir venir modifier, ce qui nous permettra derrière dans le rapport de savoir quel palier a été mesuré et d'assurer comme ça un reporting dans le temps. La méthode de contrôle que l'on retient ici, c'est une méthode de mesure du centre des paliers en 4 points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va utiliser le récepteur et on va lui mettre 4 positions. On va le déplacer dans 4 positions différentes. La première à 0 degré, le laser va venir impacter. La seconde à 90, la troisième à 180, et puis la dernière à 270 degrés. Donc ainsi, on maille le palier, c'est un choix qui a été fait, en 4 points de mesure, et on va venir finalement faire la moyenne de ces 4 valeurs, horizontales et verticales, que le récepteur a mesuré. Et cette moyenne-là va donner la position relative du centre de chaque palier par rapport à la référence, donc au laser, et donc aux 2 paliers qui ont été retenus comme étant référence, les 2 paliers extrêmes de la ligne. Donc on a fait ici un choix qui était de dire, eh bien, on va approcher le centre du palier en 4 points sur des positions cardinales. En pratique, eh bien, on a cette visualisation directement sur la tablette qui, via l'inclinomètre qui est directement intégré dans le récepteur, va nous indiquer bien dans quelle position on se situe. Ici, vous voyez une mesure sur la position 0 degré, la position 90, la position 180 et la position 270. De ce fait, sur chacun des paliers, on répète la mesure et on trouve ainsi la position verticale et horizontale des centres de chacun de ces paliers. Vous retrouvez ici le premier et le dernier palier qui sont en position verticale et horizontale 0. Effectivement, ici on est exprimé en millimètres. Donc effectivement, au micron près, on est à 0 puisque nous avons réglé ces paliers comme étant des paliers de référence, centre de la ligne de référence pour chacun des 2. Et on retrouve donc les valeurs de décalage verticale et horizontale sur chacun des paliers qui se trouvent entre les 2 paliers de référence. On retrouve ici à peu près une déviation maximum d'1,5 mm quasiment
sur la partie verticale et 2,2 mm sur la partie horizontale. On va venir visionner ça d'une façon un petit peu différente, en mettant notamment en référence, vous voyez ici le petit point noir qui vient mettre les valeurs des paliers 1 et 6 à 0. Et on va être capable comme ça de générer une visualisation graphique qui va permettre de nous dire, bien, voilà la déformée, quelque part, de notre ligne, ou en tout cas de la position des paliers. On le voit ici en bleu, la position horizontale, et en noir, la position verticale. Suite à cela, on va s'intéresser en particulier, alors effectivement, il y a une vue qui est en 3D, qui peut être générée, qui peut être parfois privilégiée. Mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être le réglage du palier, numéro 3 ici en l'occurrence, en affichage instantané. Alors si je reviens un petit peu dans la présentation, et que je reprends le point numéro 3, on retrouve ici une déviation verticale de 5 dixièmes et horizontale de 2 mm. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est de se dire, eh bien, pour le réglage de ce palier, nous allons positionner le récepteur en son centre, ce qui nous affiche effectivement par rapport au laser une position verticale de 5 dixièmes, effectivement, et d'un peu plus de 2 mm en horizontal. Et ce qu'on va faire, c'est directement régler au niveau du palier, via des vis de réglage, bien monter et décaler le palier pour arriver à 0, et donc confondre le centre de ce palier avec l'axe de référence, qui est donc le centre théorique des deux paliers extrêmes. En faisant cela, réglant ce palier, effectivement, on retrouve sur notre tablette une visualisation du point centré. Et donc, l'opération de lignage a été réalisée. Nous avons confondu le centre du palier avec le centre de l'axe des paliers extrêmes. On réalise ensuite une mesure de contrôle, puisque l'on répète l'opération de réglage sur chacun des paliers. Et donc, on retrouve ici une diminution de la déviation, pour une déviation maximum d'à peu près 2 centièmes ici, sur l'axe horizontal. De la même façon, on va générer deux références. Vous voyez ici, les paliers 1 et 6 sont numériquement remis à 0. Et donc, tous les points interpaliers sont recalculés pour en donner leur déviation. Toujours de la même façon, on affiche une valeur graphique. Alors, on voit ici effectivement que le graphique est beaucoup plus lissé, beaucoup plus proche de 0. Les paliers ont été corrigés et lignés. Voilà pour cette première étude de cas. On a toujours la vision en 3D qui peut être générée. Ok, merci Méziane pour ce premier point. Juste quelque chose n'est peut-être pas compris. J'ai vu le réglage en vertical et horizontal des deux paliers extrêmes, le 1 et le 6, et en angulaire. Mais les paliers intermédiaires, on les repositionne là, ici, en horizontal et vertical, mais Oui. eux-mêmes, comment vous les réglez de façon angulaire? Vous ne posez pas la question ou c'est déjà fait parce que le niveau et l'orientation est déjà calibré par ailleurs? Alors, c'est une très bonne question. Je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière pour y répondre, Didier. Effectivement, on pourrait s'intéresser ici à, non pas à la position horizontale et verticale uniquement, mais également à l'orientation du palier sur son axe, finalement, par rapport à son axe de référence. Alors, effectivement, sur ce cas-là, il a été retenu d'utiliser simplement un niveau numérique, Easy Laser, pour recorriger au moins l'angle horizontal, mais nous aurions très bien pu, et ça, c'est des choses qui arrivent de temps à autre, sur des portées notamment un peu plus longues, de faire finalement deux mesures. Une mesure à l'avant du palier, toujours en 4 points, qui nous donne un centre, et une mesure à l'arrière du palier. Ainsi, on a une orientation globale du palier, et ça nous donne effectivement l'orientation angulaire du palier horizontal et vertical par rapport à l'axe de référence. Alors ici, ça a été un choix de ne pas le contrôler, mais ça aurait très bien pu être le cas, et c'est le cas dans pas mal d'applications, de contrôler effectivement un point à l'avant du palier et un point à l'arrière, ce qui nous donne la dualité déviation horizontale, verticale, parallèle et angulaire. Ok, merci pour la réponse. Je reviens à l'étude de cas numéro 2.
Alors, sur cette étude-là, on s'intéresse, on n'est plus du tout dans le domaine agroalimentaire, on n'est plus dans une sucrerie, on est dans une société, dans une industrie qui injecte finalement du plastique. Donc, on est sur une presse à injection. Et l'objectif, ça va être de contrôler l'orientation d'axe d'une de ces vis par rapport au baril de guidage. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un petit peu une visualisation de la machine. Donc, on va retrouver ici l'arbre de guidage. D'ailleurs, on en voit deux ici qui travaillent en tandem. Et sur ces sorties, on va venir insérer deux vis de guidage, dont la portée est de plusieurs mètres ici aussi, qui vont venir acheminer par rotation la matière qui vient bien se déverser ici à la base des vis et qui vont venir la faire avancer avec des conditions de pression, de température qui vont progresser et qui vont permettre derrière d'avoir un produit final de qualité. L'objectif ici, ça va être de contrôler l'orientation de cet axe par rapport à ces barils de guidage dans lesquels vont venir s'insérer les vis. Là aussi, on est sur des sujets plutôt très critiques, puisque si la vis à injection ne fonctionne pas et est coincée, c'est le produit qui n'est pas fabriqué, donc c'est un arrêt de ligne. Et on retrouve des problématiques qui sont de plus en plus impactantes avec le contexte d'aujourd'hui, mais évidemment de réapprovisionnement de pièces. C'est-à-dire que si ces barils viennent à être défectueux, viennent à être finalement dégradés plus que de façon opérationnelle, au vu des conditions d'utilisation, on va tout de suite être impacté, puisque ça a un coût de les fabriquer, de les usiner, et puis également de les acheminer. On a des supply chains qui sont de plus en plus complexes. Et donc, contrôler l'alignement de ces vis par rapport à ces barils de guidage constitue une opération vraiment critique pour tout arrêt. On zoome ici un petit peu sur la partie réducteur, où on va venir de façon directe insérer les vis d'acheminement de la matière. Et on vient ici à la place de ces vis-là, positionner notre émetteur laser. On l'a fait de façon identique sur le premier arbre, sur la première sortie réducteur et puis sur la seconde. On va venir donc positionner notre émetteur, vous voyez ici d'une façon un petit peu différente, puisqu'on va émettre non pas du côté des bras d'installation, mais de l'autre côté, puisqu'on voit ici un récepteur positionné, cette fois-ci un récepteur cylindrique, et on voit l'impact du laser. Et c'est ce récepteur que l'on va venir balader au sein des différents barils. Et on retrouve toujours notre tablette d'affichage qui fait la jonction et puis qui nous permet d'interpréter les mesures. En pratique, voici le récepteur positionné de façon lointaine sur l'extrémité du baril. On va répéter la même opération. On voit ici le laser qui traverse le baril et qui va venir impacter sur le récepteur. De la même façon, on va venir régler, via les vis de réglage, le laser pour le confondre avec l'axe de rotation de la vis. Les vis, les voici. On va retrouver ici un schéma de principe. Donc on retrouve notre réducteur, bivis, et on retrouve nos barils qui vont être positionnés les uns à la suite des autres et qui vont venir potentiellement abîmer la vis si leur lignage, si leur orientation n'est pas correcte. Comment confondre l'axe du laser avec l'axe de rotation du réducteur? De la même façon que sur l'étude de cas numéro 1, on va utiliser les vis de réglage, cette fois-ci en faisant tourner le réducteur. On va venir passer d'une patatoïde quelque part qui serait schématisée sur le récepteur, qui serait finalement le point d'impact laser sur le récepteur. Et grâce à ces vis-là, on va faire en sorte d'avoir un point unique finalement d'impact, quelle que soit la position angulaire de notre réducteur. Donc on confond cette fois-ci non pas l'axe du laser entre deux centres de palier, mais avec un axe de rotation directement, celui du réducteur. En termes de paramétrage, on va utiliser ici, vous le voyez, un programme un peu différent, un programme d'orientation d'axe, et on va indiquer dans un premier temps la portée de la mesure. On voit ici la partie émission et la partie réception, qui est ici espacée de 5 mètres.
La méthode de mesure que l'on utilise est bien sûr une orientation d'axe en 4 points. On va faire une première mesure à proximité du récepteur. On va faire une deuxième mesure toujours à proximité en donnant une rotation de 180 degrés. Et on va faire la même chose en 2 points sur la position lointaine. On le voit ici, voici l'impact du laser sur la position proche. On voit une valeur verticale et horizontale. Notre unité de mesure est bien à 0 degré. Et on va donc prendre cette première valeur qui est mise en référence directement par le système. La deuxième, elle va nécessiter une orientation de 180 degrés, un basculement à 180 degrés de la partie émission. C'est ce que l'on fait. On prend ce point de mesure et on va faire exactement la même chose sur le point lointain du récepteur. Donc, une position à 180 et une position à 0 degré. Une fois ces valeurs prises, eh bien, on va venir constater les résultats. Donc, on va diviser cet écran d'affichage en deux, un défaut qui est vertical et un défaut qui est horizontal. Ici, nous avons choisi de l'exprimer tous les 5000 mm. Et on retrouve ici, effectivement, par rapport à notre tolérance personnalisée qu'on a spécifiée avant la mesure, qui est donc de 5 dixièmes tous les 5000 mm, et on se retrouve ici hors tolérance en vertical, et on est toujours dans la tolérance en horizontal. On voit ici très clairement que l'axe du réducteur a tendance à plonger sur la partie lointaine des barils, et donc on retrouve un défaut maximum en bout de baril qui est de plus de 3 mm, qui est complètement hors tolérance ici. Suite au réglage en direct, que l'on a fait de la même façon que sur l'étude de cas numéro 1, eh bien on retrouve des valeurs beaucoup plus tolérables sur la partie verticale, et on en a également profité pour venir affiner la déviation horizontale. On se retrouve ici sur une portée de 5 mètres, avec une déviation par rapport à l'axe de rotation, qui est de 4 centièmes en verticale et de 5 centièmes sur la partie horizontale. Ici, vous l'aurez compris, nous sommes en vue de côté finalement de l'installation, et ici en vue de dessus. On a une déviation ici horizontale, et sur la gauche, une déviation verticale. Voilà pour cette étude de cas. Présentation de la gamme Easy Laser, pour finir. Et effectivement, comme dit initialement, nous avons deux gammes de produits, gamme de solutions. Une qui va plutôt s'intéresser à faire du contrôle géométrique, comme on l'a vu dans les deux études de cas du webinaire, et des systèmes plutôt adaptés pour l'alignement d'arbres, sur des motopompes notamment, et d'autres types de machines tournantes. La partie géométrique, eh bien, on va retrouver différentes applications qui sont vraiment plutôt variées au vu des différents contrôles qu'on peut réaliser. On va retrouver effectivement des tests de rectitude, vérification de rectitude sur des turbines, du contrôle de parallélisme sur des rouleaux, de la planéité sur tout type d'installation, du contrôle de rectitude sur le moteur diesel, sur des installations guidées, et du contrôle de planéité. Ici, l'exemple vient des mâts d'éoliennes pour contrôler effectivement que les jonctions se font correctement. Voilà un petit aperçu qui n'est pas exhaustif non plus, mais qui permet déjà d'avoir un aperçu général des potentiels contrôles réalisables. La partie alignement d'arbres, on en voit ici différentes applications sur des diamètres d'arbres plutôt différents, petits et grands, des contrôles avec des systèmes accordants, du contrôle de polycourroie. Voilà. On retrouve ici des applications aussi assez variées et qui utilisent des principes laser qui sont équivalents et proches de ceux qu'on a expliqués aujourd'hui. En conclusion, donc, les avantages du contrôle géométrique laser, effectivement, c'est la simplicité de mise en œuvre et la flexibilité sur un contrôle qu'on peut réaliser soit avec des cordes à piano ou d'autres solutions un peu plus conventionnelles. On va passer plusieurs jours parfois, et avec le laser, effectivement, en quelques heures, on est capable de faire une image des déviations géométriques et de faire du réglage en direct, qui permet de s'assurer d'une géométrie, d'une bonne mise en géométrie.
La précision et la répétabilité, effectivement, par rapport à un outil conventionnel, le système laser a une répétabilité beaucoup plus importante, qui ne va pas être dépendante de l'utilisateur. Voilà, quand le laser est réglé, si tant est qu'il n'est pas perturbé physiquement, il restera toujours stable et les contrôles vont pouvoir être menés dans le temps de façon répétable. Et donc, effectivement, enfin, la vérification du réglage en direct et le reporting, qui vont être des outils puissants pour le suivi dans le temps de ces machines et de ces contrôles géométriques. Les points d'attention sur lesquels nous penchons, et bien, effectivement, c'est d'étudier correctement l'environnement, la définition des besoins de contrôle, quel émetteur, quel récepteur nous allons utiliser, quel type de montage, le choix de l'émetteur, du récepteur et donc des accessoires. Et effectivement, la formation hein, qui doit être associée à l'utilisation de ce matériel pour pouvoir l'exploiter de façon convenable. Alors, pas d'inquiétude à avoir hein, sur ces solutions. Nous sommes là pour vous accompagner et bien sûr trouver les solutions les plus adaptées à vos applications, alors, qui sont plutôt diverses, hein, en fonction des industries, en fonction des sollicitations, en fonction des machines. Et on va retrouver également dans le temps bien des mesures qui peuvent être finalement des types de contrôles qui vont pouvoir être étendus. Donc initialement, on dit effectivement, on va contrôler la rectitude. Et puis comme Didier l'a mentionné tout à l'heure, se trouver face à d'autres problématiques et se dire on va peut-être aller un peu plus loin dans le contrôle et contrôler non plus uniquement la position horizontale et verticale, mais également l'orientation de chacun des paliers. Voilà pour ces solutions, pour ces applications. Merci pour votre attention. On va passer à la session de questions-réponses. Eh ben, merci Méziane, c'était très riche comme partage de ces savoir-faire. Donc, c'est des prestations que vous réalisez in situ avec vos clients et si je comprends, vous fournissez aussi le matériel et la formation pour que les gens soient autonomes en matière de mise en géométrie de leurs installations quand elles ne sont pas trop complexes, c'est ça? Exactement. Alors, notre valeur ajoutée, c'est vraiment justement d'accompagner donc les utilisateurs sur site, d'en comprendre déjà les applications, puis derrière de les orienter vers des solutions, alors qu'il s'agisse de prestations de contrôle, sur lesquelles nous sommes experts, mais également sur l'internalisation de ces contrôles-là, en fonction de leur fréquence, en fonction de leur capacité de mesure, et bien de dire on va partir sur telle ou telle solution. Et donc, on est capable comme ça, de façon en duel, de dire plutôt partir sur de la prestation ou du matériel, et si on part sur du matériel, lequel. Ok, bravo, merci. C'est une grande joie de pouvoir profiter de cette expertise, de ce savoir-faire. Alors, dans le chat, je vois beaucoup de remerciements, effectivement. Pas de questions. Si quelqu'un veut ouvrir son micro et le faire en direct, eh bien, allons-y. Nous ne sommes pas très nombreux, donc c'est encore tout à fait gérable. Une déformée, qu'elle soit homogène ou non, on peut avoir des pics, des problématiques voilà, de déformés diverses. On va venir contrôler ces déformés-là pour bien être sûr que la planéité permette en opération et en montage que les deux mâts ou les deux entités puissent bien se positionner. Ça, c'est le premier contrôle vraiment sur les mâts. Et le second, c'est de se dire, bien effectivement, on peut avoir des planéités qui sont bonnes respectivement hein, de part et d'autre, mais on peut avoir des problématiques hein, de parallélisme entre deux faces. On va pouvoir venir contrôler que les deux plans sont bien plans, mais aussi parallèles les uns par rapport aux autres. Voilà, Elfélie. Alors, si vous souhaitez prendre la parole pour peut-être compléter un petit peu votre question ou les réponses. Alors, je vois une question de Hamid Zadan qui nous dit dans quel domaine et chez quel client votre application est déjà en place? Quelles sont vos références en quelque sorte?
ça va être assez varié. On a des industries ouais, vraiment diverses. On va pouvoir nous retrouver dans des industries manufacturières classiques, voilà, la papeterie, la mécanique de façon générale, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile, l'aéronautique, la pharmaceutique, l'énergie, beaucoup. C'est vraiment un spectre d'applications qui est très varié. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de solutions dédiées industrie, mais plutôt application. Et c'est comme ça qu'on raisonne de notre côté. On sait qu'il y a des similitudes, mais il y a également pas mal dire de points d'attention qui font que chaque application est différente. Et c'est là vraiment que ouais, réside notre expertise et notre valeur ajoutée. C'est vraiment dans cet accompagnement de compréhension de l'application et puis eh bien, d'adresser les solutions vraiment les plus adaptées. Donc oui, des clients très variés. On va, côté des BV, de façon internationale, donc effectivement localement en France, mais également en Afrique. Nous avons des filiales, notamment au Sénégal et en Tunisie, qui nous permettent bien de rayonner un petit peu sur tout le continent. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Ah, nécessité d'un étalonnage. Si oui, quelle périodicité et par qui? Alors oui, merci pour la question, Fourcane. Effectivement, on étalonne nous-mêmes, hein, DBVIB, les systèmes Easy Laser. C'est un étalonnage qu'on recommande toutes les années et qui permet bien d'être sûr de la cohérence, hein, des mesures que l'on réalise. Nous avons donc un centre de calibration, hein, directement sur site qui nous permet bien de suivre nos clients sur la partie France, Afrique et à vrai dire toute la partie Europe du Sud pour laquelle nous sommes centre Easy Laser agréé. Merci. Ok. Je reprends Très peut-être une intéressant. question de Hamza qu'on a peut-être loupé. Hamza Adoum. Comment peut-on faire l'alignement pour les pompes avec des fusées et non pas un accouplement? Alors, on ne va pas peut-être entrer trop dans le détail pour cette présentation, mais je vous inviterai effectivement à reprendre contact avec nous. On aura l'occasion d'en discuter, mais on va utiliser finalement uniquement des montages qui vont être différents. Mais le principe restera le même. On aura toujours cette partie émission, réception, dualité. Et ce qui va vraiment ici nous intéresser, ça va être la partie montage, accessoires, et puis les programmes de mesure eux-mêmes qui vont être adaptés à des accouplements ou des fusées. Ok. Bon, on arrive peut-être au terme de l'horaire que l'on s'était fixé. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, Didier, d'Amid, Ouais. eh bien, oui, qui met en évidence l'accompagnement pour le calcul du retour sur investissement, j'imagine, un ROI. Eh bien oui, tout à fait. Notre objectif, c'est aussi d'auditer votre parc, de connaître les différentes criticités machines pour savoir comment regrouper les solutions et puis être capable de dire, si on définit, on va dire, une tolérance, si on est capable de descendre sous cette tolérance, eh bien, on évite des arrêts. Et effectivement, si on est capable de quantifier le coût d'arrêt, on est capable de rapidement eh bien, donner un ordre de grandeur sur le retour sur investissement. Et puis, merci de votre participation. Merci Méziane pour cette excellente présentation. Et puis, la FIM est une association loi 1901 qui nécessite d'avoir des adhérents. Voilà, donc on a un site sur Internet, AFIM, dans lequel vous avez la possibilité de nous rejoindre pour contribuer à ces prestations, ces réunions, ces échanges, ces partages, ces témoignages qui nous permettent à tous de monter en compétences et d'avoir un métier encore plus passionnant. Voilà. Méziane, un petit mot? Oui, eh bien, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire, Didier. Merci beaucoup pour tous les participants. J'espère que ça a été bien instructif, que vous avez pu peut-être vous reconnaître dans certaines de ces applications. Et puis, je ne manquerai pas de répondre à toutes vos questions par la suite, par email, par téléphone. Et je me ferai un plaisir bien de venir vous rencontrer pour découvrir vos applications. Merci Méziane.
Et puis, à très bientôt. La prochaine présentation sera dans Lyon 8e en présentiel avec l'IUMM et où on présentera des outils de GeoMao avec Dimo Software. Voilà, et d'autres présentations webinaires à venir. Donc, suivez-nous sur notre page LinkedIn Rhône-Alpes et bonne continuation à tous. À très bientôt. Au revoir, merci.